suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. Je vais voler sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. La poule! Eh ouais. La poule! Eh quoi. Tombé! Bienvenue sur la chaîne, les amis! Maître de jeu. Salutations à tous, amigas et amigas, j'espère que vous allez presque bien. Dans cette période sombre de la du coronavirus. Alors, pour tous ceux qui sont cloîtrés, emprisonnés, enfermés, emprisonnés, bienvenue. Et puis, bon, bah, faut résister à cet emprisonnement, hein, faut pas tomber malade, faut écouter les conseils quand même, hein, voilà, quand même. Sortez tous les gens. Voilà, la poule, c'est ce conseil Allez, qu'elle donne. sortez tous. Comme ça, vous allez tous tomber malades. Et puis voilà, on peut aller. Voilà, on aurait peut-être de mal à dire comme d'habitude. Bon, on va pas en dire du mal. En tout cas, bon, une petite dédicace pour tous ceux qui prennent des risques, comme les ambulanciers, les docteurs, les infirmières, et puis aussi ceux qui nous nourrissent, ceux qui sont derrière leur petite caisse et qui mettent de la nourriture dans les rayons. Donc voilà, petite dédicace pour eux. Et puis restez bien chez vous, ça tombe bien parce que nous on est là, on va vous raconter une petite histoire. Une petite histoire avec Takakura qui est là, puis la poule qu'on s'en fout. Hein, la poule on s'en fout. C'est sûr, vos gueules. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça recommence. Alors, je vous invite tous à sortir dehors. Rien à foutre du décret. De toute manière, et puis vous n'êtes pas obligés de prendre vos mots. Contaminez-vous tous les uns les autres. Il n'y aura plus personne pour te vénérer après. Et vous inquiétez pas, moi je sortirai un vaccin. Moi, votre maître, la grande poule, je sortirai un vaccin. Et tous ceux qui mettront des j'aime sur ma chaîne, je leur donnerai le remède. Tiens, on dirait la poule que t'as une tête de micro. Ouais. Et sinon, Takakura, toujours pas malade? Bah, ça fait 5 fois que j'attrape le coronavirus, donc Oui. ça va, ça passe pour l'instant. Donc aujourd'hui, vu le générique, donc bon, aujourd'hui ça va être une histoire d'auteur, parce que bon, bah voilà quoi, les histoires originales sont longues à écrire, il y en a une qui est en train de se fabriquer doucement, qui prend naissance, j'espère que ça sera fini avant avril, avant que vous puissiez tous ressortir dehors pour aller en place soleil, vous profiter de la chaleur, quoi. Donc aujourd'hui, c'est une histoire d'auteur, c'est la poule contre la poule. Pourquoi la poule contre la poule? Ah, on se le demande, hein. La poule ou t'es contre la poule? Hein? C'est sûr que je me bats toujours contre moi-même. Mon ego est tellement surdimensionné. Ouais, ton cerveau est tellement atrophié. Alors, un premier petit indice. Vos gueules. Bon, la poule, putain. Le docteur David Banner, médecin et homme de science, cherchant à canaliser les forces occultes que recèle tout être humain, voit un jour la chimie de son organisme modifiée par une émission trop forte de rayons gamma. Ouais, vieille série des Depuis, années lorsqu'il ressent 70. une offense ou un choc émotionnel, une saisissante métamorphose s'opère. Bill Bixby dans... Donc, premier petit indice. Je vais pas mettre quand même le nom de la série, quand même. Bon, je préfère cette série-là. C'est une série que je la préfère par rapport aux futures versions des Avengers. C'est tiré d'un comics. D'un comics que, bon, Takako, toi, t'as peut-être deviné. Alice au pays des merveilles. Voilà, un comics. Voilà, deuxième petit indice. Toujours la même série. Cette musique-là est pas mal. Musique de fin. On le voit partir, le David Banner tout seul sur sa route. Ah, les Simpsons. Le puits, tu chantes pas, hein.
Donc, si vous avez peut-être deviné de quelle série, en tout cas, c'est ce qui s'approche le plus de l'histoire qui va suivre. Bon, allez, on va mettre le troisième, et là, vous êtes obligé de deviner quand même. Parce que sinon, c'est que voilà, bon, de rester chez vous, ça vous rend le cerveau moins intelligent, hein. Non, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensez pas moins. Voilà, donc Serge Gainsbourg, chanson de 68 qui commence à dater quand même, hein. Donc, vous avez deviné maintenant le titre de la chanson et le titre de l'histoire qui va suivre, je présume. On parle de l'homme en vert, moi. Voilà, donc, oui, bon. Donc, bon, donc l'histoire, ça va être l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, premier indice, c'était l'incroyable Hulk. Donc, le côté métamorphose, le côté, à part que Hulk est quand même plus gentil curieusement, que Mr. Hyde. Mais bon, voilà, quoi. Mais bon, ça se rapproche le plus possible. Le docteur David Banner qui veut trouver un moyen de canaliser la force primitive de l'homme. Erreur, il va se transformer. Bon, il y a plusieurs versions, mais enfin voilà. Donc dans la version série, sa femme meurt. Et là, il a entendu parler que les femmes, que certaines femmes avaient réussi à sauver leurs enfants en soulevant leur voiture. Du coup, il veut connaître comment on fait ces femmes pour soulever des voitures avec leurs enfants dedans. Du coup, il essaye d'apprendre, et puis voilà, il y a l'erreur du rayon Gabor, et blabla. Vous avez qu'à suivre cette série des années 70, jouée par Bill Bixby et Lou Ferrigno dans le rôle de l'incroyable Hulk. Oh, c'est trop vieux. Bon, après, ouais, c'est trop vieux pour vous, mais c'est une bonne série comparée aux Avengers en film qui suivront. Bon, en tout cas, ça c'est pour moi la version moderne du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, bon, bah, ça a été écrit par qui? Ça a été écrit par Robert Louis Stevenson. Donc, voilà. Donc, l'écriture de ce truc, ça ressemble un peu à Edgar Allan Poe, vous allez vous en rendre compte, je trouve. En tout cas, le style, ça se voit que c'est les mêmes années. Les années 80, les années 1880 plutôt. Donc, ça se voit, on reconnaît un peu le style difficile des moments à comprendre à l'oreille. Bon, voilà, quoi. Donc, il a été écrit en 1886. Et puis, le mec, il a pas de chance, quoi. Il a écrit une première version, tout peinard, tout content. Et puis sa femme a trouvé que c'était des sottises d'écrire. Comme quoi, c'est une hobby d'écrire. Donc elle a acheté le premier manuscrit. Et puis, bon, bah voilà, quoi. Le mec a dû réécrire un deuxième manuscrit. Bon, peut-être qu'il est meilleur, hein, le deuxième manuscrit, comme on dit toujours. On fait toujours mieux à force de réécrire. Donc voilà, il a réécrit une deuxième version. Bon, il y a eu plusieurs versions au cinéma. Comme quoi, l'histoire est bonne. De 1800, oh la vache, 1800, le cinéma était même pas encore venu. De 1908 à 2017. Donc, bon, il apparaît dans quoi? Il apparaît comme adaptation dans Van Helsing, si vous vous souvenez de ce film. Il apparaît aussi dans une version de Mary Reilly, où c'est la femme de ménage qui s'occupe du Dr. Jekyll, et puis bon, voilà, avec Julia Roberts. Donc, bon, bah, je vous conseille d'aller voir. Et puis, encore, il y a des comédies aussi qui sont adaptés par rapport à ça, comme avec un black comique qui est super big gros, et puis qui se transforme en super lover. Eh, tu parles de Big Mom? Non, c'est pas ça. Dr. Foldag, voilà. Et puis moi, j'ai vu la version Dr. Jekyll et Mrs. Hyde. Non, c'est pas une version érotique, hein, il fait pas des choses avec lui-même. Voilà. Donc il y a eu des versions de théâtre aussi. Bon, en série. Comme on vient de voir avec l'incroyable Hulk. Il y a eu Hyde aussi, la série qui est sortie en 2007, qui est pas trop mauvaise, qui se passe à notre époque. Il y a eu des BD, des jeux vidéo, bon ça j'en sais pas trop. Et bon voilà. Bon, puis il y a eu des chansons aussi, qui ont été écrites, comme celle de Gainsbourg qu'on vient d'entendre. Il y a eu les Who et Renaud. Bon, Renaud, on va se demander pourquoi Renaud, hein. Par exemple, Dr. Renaud et Mr. Renard, bon il s'est basé sur ça, voilà. Donc bon voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter sur Robert Louis Stevenson? Bah, il est né en 50, et puis il est mort en 1850, et il est mort en 1894. Que, curieusement, ces auteurs-là, ils vivent pas longtemps quand même, hein. Edgar Poe, lui... bon. Faut dire que sa femme, qui disait que c'était un hobby, et puis que d'ailleurs... Non, c'est pas un hobbit. Ouais, que sa femme qui était un hobbit,
qui d'ailleurs disait que bah, c'était la patronne, donc elle a attrapé ses parchemins et puis elle l'a dégagé à la rue. Ensuite, quand elle a vu que ça marchait bien, bah voilà, elle l'a poussé, tu vois, un accident, c'est vite arrivé. Ouais, voilà, Et comme puis dans elle la a pas- mafia. Et puis elle a palpé le pognon. Donc il est écossais, donc voilà. Ah bah voilà, Il aime les voyages. il a bu un peu trop de whisky. Et il n'a pas fait beaucoup d'études encore, parce que mourir à 41 ans, bon, il n'a pas fait beaucoup d'études rien que pour écrire. Bon, comme quoi. Bon, et puis il est mort d'apoplexie ou d'accident vasculaire cérébral. Bon, on ne sait pas trop à cette époque-là. Voilà, bon. Donc il a écrit L'île au trésor avec Monsieur Caoutchouc. Non, c'est pas le même. Mais je suis sûr quand même que le petit, que je sais pas son nom d'ailleurs, le créateur de One Piece s'est inspiré quand même de l'île au trésor, j'en suis sûr. Oh, de plein de trucs, ouais. Voilà. Ça doit faire partie de des trucs. Il savait de pirates qui ont vraiment existé, de plein d'histoires. En tout cas, c'est une bonne histoire, l'île au trésor, donc On essayez de trouve la plein lire. trucs. Il a écrit La Flèche Noire ou À mort encombrant. Il a écrit des nouvelles comme La cave pestiférée. Ça, c'est quand les mecs picolent trop, ils sont dans leur cave. Et puis quand le diable était jeune, bon, ça remonte à loin, il a fait aussi de la poésie. Voilà. Donc, bon, quelques petits renseignements sur l'auteur et sur l'histoire. Bon, l'histoire, on va la raconter en plusieurs fois parce qu'elle est quand même longue. On va la raconter logiquement en 4 parties. Parce que sinon, on aurait passé notre semaine à vous la raconter, on n'aurait plus une fois la fin. Surtout qu'on entend beaucoup la poule quand même encore là-dedans qui nous casse les pieds. Hein. Quand même. Bah normal. Ça porte mon nom. Et voilà, poule contre poule, voilà. Bon, bah c'est comme d'habitude, hein, pour pouvoir passer plus facilement l'histoire. Donc, bah si vous aimez et que vous aimez aussi tout lire, bon, bien sûr, vous laissez des pouces levés. Et puis, bon, on racontera encore ça à la fin. Donc, et puis, bon, voilà, si on essaiera de faire à la fin du chapitre une petite discussion, un petit. Voilà, j'allais dire un débriefing. On évite les mots anglais quand même là-dedans, hein, parce que bon, on est en français. Bientôt, c'est bon, on essaie d'éviter les mots anglais, mais bon, voilà. Donc, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter de plus à cette histoire? Faites pas attention hein, si je prononce mal les mots. Oui, il a des problèmes en anglais, des moments où on va encore m'entendre le rappeler à l'ordre. Je vais encore lire des mots qui n'existent pas, mais ça c'est rien, ça c'est. On est habitué, bon, en tout cas. C'est l'hystérie de l'enfermement qui vont me faire. Ah, l'excuse, Voilà. je dis toujours. Il fait le poisson dans son aquarium. Donc, bon, bah, en tout cas, on prend l'histoire au sérieux, même si des moments on dit n'importe quoi. Bah, on le fait un peu moins quand c'est des histoires originales pour que vous compreniez mieux le texte. Bon, les histoires d'auteurs, des moments, on part un peu dans un délire, on dit n'importe quoi. Mais toujours avec respect, parce que bon, si c'était une histoire qu'on n'aimerait pas, de toute manière, on la ferait pas. On en dirait du mal, comme tout le monde, mais on... Ouais, t'as envie d'aller aux toilettes, bah vas-y. Ouais. hein. Mais voilà, quoi qu'en soit, on la raconterait pas. Bon, allez. T'inquiète pas, je reprends ma vidéo, alors dégagez tous les deux. Alors, l'empire d'une poule. Donc, chapitre 1er. Voilà. Alors, chapitre 1er, à propos d'une porte. Et allez, elle repart. On s'en fout on se fout de mon bec à propos d'une porte. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie d'une porte? À moins qu'on puisse mater à travers la serrure. Monsieur Utterson, le notaire était un homme d'une mine renfrognée qui ne s'éclairait jamais d'un sourire. Il était d'une conversation froide, chiche et embarrassé peu, porté au sentiment, et pourtant cet homme grand, maigre, décrépit et triste plaisait à sa façon. Ouais, toujours dégagé dans vos baratins. Dans les réunions amicales. Et quand le vin était à son goût. Bah voilà, avec la piquette, on s'éclate plus, hein. Vous faites de la pub au bridé? Pourquoi? On n'a pas de... Ouais, ils prennent leur panard à prendre nos pieds. Hedwig. Vraiment, un jeu de mots, la poule, hein. Allez, tais-toi. Quelque chose d'imminent, bienveillant, jaillissait de son regard. Quelque chose qui, à la vérité, ne se faisait jamais jour en parole, mais qui s'exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie d'après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force par les actes de sa vie. Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul pour réfréner son goût des bons crus. Et bien qu'il aimât le théâtre,
il n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans, mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve. Et il s'émerveillait parfois, presque avec envie, de l'intensité de désir réclamée par leur dérèglement, et en dernier ressort incliné à les secourir plutôt qu'à les blâmer. « Je penche vers l'hérésie, des canités, lui arrivait-il de dire pédamment. Je laisse mes frères aller au diable et à leur propre façon. En vertu de cette originalité, c'était fréquemment son lot d'être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence dans la vie d'homme en voie de perdition. Et à l'égard de cela aussi, longtemps qu'il fréquentait son logis, il ne montrait jamais l'ombre d'une modification dans sa manière d'être. Sans doute que cet héroïsme ne coûtait guère à M. Utterson, car il était aussi peu démonstratif que possible, et ses amitiés même semblaient fondées pareillement sur une bienveillance universelle. C'est une preuve de modestie que de recevoir tout formé des mains du hasard, le cercle de ses amitiés. Telle était la méthode du notaire. Il avait pour amis les gens de sa parenté, tous ceux qu'il connaissait depuis le plus longtemps. Ces liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps et ne réclamaient de leur objet aucune qualité spéciale. Je commence à m'endormir. Ah, tiens, attrape la poule. Un peu de coronavirus pour toi. Voilà, au moins dors. Au moins, tu dors. De là, sans doute, le lien qui l'unissait à Monsieur Richard Enfield, son parent éloigné, un vrai londonien honorablement connu, c'était pour la plupart des gens une énigme de se demander quel attrait ces deux-là pouvaient voir l'un en l'autre, ou quel intérêt commun ils avaient pu se découvrir. À dire de ceux qui les rencontraient faisant leur promenade dominicale, ils n'échangeaient pas un mot, avaient l'air de s'ennuyer prodigieusement et accueillaient avec un soulagement visible la rencontre d'un ami. Malgré cela, tous deux faisaient le plus grand cas de ces sorties, qu'ils estimaient le plus beau fleuron de chaque semaine, et pour en jouir avec régularité, il leur arrivait non seulement de renoncer à d'autres occasions de plaisir, mais même de rester sourds à l'appel des affaires. Ce fut au cours d'une de ces randonnées. Et quoi? On va rentrer dans l'action? Ah bah, ça commence toujours comme ça, depuis pas. On parle de pas, j'ai envie de faire... Le hasard les conduisit dans une petite rue détournée d'un quartier ouvrier de Londres. C'était ce qui s'appelle une petite rue tranquille, bien qu'elle charriait en semaine un trafic intense. Ses habitants, qui semblaient tous à leur aise, cultivaient à l'envie l'espoir de s'enrichir encore et étaler en embellissant le superflu de leurs biens. De sorte que les devantures des boutiques, telles de rangées d'accortes marchandes, offraient le long de cette artère un aspect engageant. Même le dimanche, alors qu'elle voilait ses plus florissants tabacs et demeurait comparativement vide de circulation, cette rue faisait avec son terne voisinage un contraste brillant, comme un feu dans une forêt. Et par ses volets repeints de frais, ses cuivres bien fournis, sa propreté générale et son air de gaieté, elle attirait et charmait aussitôt le regard du passant. Ah, j'ai rien dit. On fait du lèche-vitrine. À deux portes d'un coin... À deux portes d'un coin sur la gauche, en allant vers l'est, l'entrée d'une cour interrompait l'alignement, et à cet endroit même, la masse rébarbative d'un bâtiment projeté en saillie son pignon sur la rue.
Haut d'un étage, sans fenêtre, il n'offrait rien qu'une porte au rez-de-chaussée et à l'étage la façade aveugle d'un mur décrépit. Il présentait dans tous ses détails les symptômes d'une négligence sordide et prolongée. La porte, dépourvue de sonnette ou de heurtoir, était écaillée et décolorée. Les vagabonds gîtaient dans l'embrasure et frottaient des allumettes sur les panneaux. Les enfants tenaient boutique sur le seuil. Un écolier avait essayé son canif sur les moulures et depuis près d'une génération, personne n'était venu chasser ces indiscrets visiteurs, ni réparer leur déprédation. Monsieur Enfield et le notaire passaient de l'autre côté de la petite rue. Mais quand ils arrivèrent à hauteur de l'entrée, le premier leva sa canne et le désigna. « Avez-vous déjà remarqué cette porte ?» demanda-t-il. Et quand son compagnon lui eut répondu dans l'affirmative, « Elle se rattache dans mon souvenir, » ajouta-t-il, « à une très singulière histoire. » Vraiment fit M. Anderson d'une voix légèrement altérée. Et quelle était-elle? Eh bien, voici la chose, répliqua M. Enfield. C'était vers 3 heures du matin, par une sombre nuit d'hiver. Je m'en retournais chez moi, d'un endroit au bout du monde, et mon chemin a traversé une partie de la ville, où l'on ne rencontrait absolument que des réverbères. Les rues se succédaient, et tout le monde dormait. Les rues se succédaient, toutes illuminées, comme pour une procession, et tout aussi désertes qu'une église. Si bien que finalement, j'en arrivais à cet état d'esprit du monsieur qui dresse l'oreille de plus en plus et commence d'aspirer à l'apparition d'un agent de police. Tout à coup, je vis 2 silhouettes. L'une, d'une part, un petit homme qui, d'un bon pas, trottinait vers l'est, et de l'autre, une fillette de peut-être 8 ou 10 ans qui s'en venait par une rue transversale, en courant de toutes ses forces. Eh bien, monsieur, arrivés au coin, tous deux se jetèrent l'un contre l'autre, ce qui était assez naturel. Mais ensuite advint l'horrible de la chose, car l'homme foula froidement au pied le corps de la fillette et s'éloigna, la laissant sur le pavé hurlant. Cela Sur le pavé hurlant, c'est pas le pavé qui hurle. Pardon, désolé. la laissant sur le pavé hurlante. Cela n'a l'air de rien à entendre raconter, mais c'était diabolique à voir. Ce n'était plus un homme que j'avais devant moi, c'était je ne sais quel monstre satanique et impitoyable. J'appelai à l'aide, me mis à courir, saisit au collet notre citoyen et le ramena auprès de la fillette hurlante, qu'entourait déjà un petit rassemblement. Il garda un parfait sang-froid et ne tenta aucune résistance, mais me décocha un regard si atroce que je me sentis inondé d'une sueur froide. Les gens qui avaient surgi étaient les parents même de la petite, et presque aussitôt on vit paraître le docteur, chez qui elle avait été envoyée. En somme, la fillette, au dire du morticole, avait eu plus de peur que de mal, et on eût pu croire que les choses en resteraient là. Mais il se produisit un phénomène singulier. J'avais pris en aversion à première vue notre citoyen, les parents de la petite aussi, comme ils étaient trop naturels, comme il était trop naturel. Mais ce qui me frappa,
ce fut la conduite du docteur. C'était le classique praticien routinier, d'âge et de caractère indéterminé, doué d'un fort accent et d'Edimbourg, mais sentimental à peu près autant qu'une cornemuse. Oh, tais-toi. Eh ben, monsieur, il fut de lui comme de nous autres, tous, à chaque fois qu'il jetait les yeux sur mon prisonnier. Je voyais le morticole se crisper et pâlir d'une envie de le tuer. Je devinais sa pensée, de même qu'il devina la mienne. Et comme on ne tue pas ainsi les gens, nous fîmes ce qui en approchait le plus. Nous déclarâmes à l'individu qu'il ne dépendait que de nous de provoquer avec cet incident un scandale tel que son nom serait abominé d'un bout à l'autre de Londres. Il avait des amis de la réputation, nous chargions de les lui faire perdre. Et pendant tout le temps que nous fûmes à le retourner sur le grille, nous avions fort à faire. Écarter de lui les femmes qui étaient comme des harpies en fureur. Jamais je n'ai vu pareille réunion de faces haineuses. Au milieu d'elles se tenait l'individu, affectant un sang-froid sinistre et ricaneur. Il avait peur aussi, je le voyais bien, mais il montrait bonne contenance. Ah, monsieur, comme un véritable démon. Il nous dit: Si vous tenez à faire un drame de cet incident, je suis évidemment à votre merci. Tout gentleman ne demande qu'à éviter le scandale. Fixez votre chiffre. Eh bien, nous le taxâmes à 100 livres, destiné aux parents de la fillette. D'évidence, j'étais tenté de se rebiffer, mais nous avions tous sa mère qui promettait du vilain, et il finit par céder. Il lui fallut alors se procurer l'argent. Et où croyez-vous qu'il nous conduisit? Tout simplement à cet endroit où il y a la porte. Il tira de sa poche une clé, entra et revint bientôt, muni de quelques 10 livres. Je sais pas ce qui arrive à une file de mes... Désolé, un petit rhume. Et d'un chèque pour le surplus. La banque, coûte libellé, payable, au porteur et signé d'un nom que je ne puis vous dire, bien qu'il constitue l'un des points essentiels de mon histoire. Mais c'était un nom honorablement connu et souvent imprimé. Le chiffre était salé, mais la signature valait pour plus que cela, à condition toutefois qu'elle fût authentique. Je pris la liberté de faire observer à notre citoyen que tout son procédé me paraissait un petit peu vraisemblable, et que, dans la vie réelle, on ne pénètre pas à 4 heures du matin par une porte de cave pour en ressortir avec un chèque d'autrui valant près de 100 livres. Oh, pardon. Et d'un ton tout à fait dégagé et railleur, il me répondit: Mais soyez sans crainte, je ne vous quitterai pas jusqu'à l'ouverture de la banque et je toucherai le chèque moi-même. Oh, sinon, nous en allâmes. Donc, tous, le docteur, le père de l'enfant, notre homme et moi, passer le reste de la nuit dans mon appartement. Et le matin venu, après avoir déjeuné, nous nous rendîmes en chœur à la banque. Je présentai le chèque, moi-même, en disant que j'avais toute raison de le croire faux. Pas du tout. Le chèque était régulier. Monsieur Utterson émit un claquement de langue désapprobateur. Ah,
dommage. Pour dire quoi? Ah oui. Des coups de langue. Ah, je te jure. Pas que des conneries, quoi. Voilà. Je vois que Le vous fils. pensez comme moi, reprit Monsieur Enfield. Oh oui, c'est une fâcheuse histoire. C'est toujours le monsieur Finn qui parle, hein, les gens. Car notre homme était... Puis, dégage. Tiens la poule, voilà. Était un individu avec qui nul ne voudrait avoir rien de commun. Un vraiment sinistre individu. Et la personne, au contraire, qui tira le chèque est la fleur même des convenances. Une célébrité en outre. Et qui pille. Et qui pisait l'un de ces citoyens qui font, comme ils disent, le bien. Chantage, je suppose. Un honnête homme qui paye sans y regarder pour quelques fredaines de jeunesse, quoique cette hypothèse, même, voyez-vous, soit loin de tout expliquer, ajouta-t-il. Et sur ces mots, il tomba dans une profonde rêverie. Moi aussi je rêve d'être ailleurs. Casse-toi. Il en fut tiré par monsieur Terson qui lui demandait assez brusquement « Et vous ne savez pas si le tireur de chèque habite là ?» Un endroit bien approprié, n'est-ce pas? Répliqua Monsieur Enfield. Mais j'ai eu l'occasion de noter son adresse. Il habite sur une place quelconque. Et vous n'avez jamais pris de renseignements sur cet endroit où il y a la porte? Reprit monsieur Terson. Non, monsieur. J'ai eu un scrupule. J'aurais pu beaucoup à poser des questions. C'est là un genre qui rappelle trop le jour du jugement. On lance une question et c'est comme si on lançait une pierre. On est tranquillement assis au haut d'une montagne et la pierre déroule, qui en entraîne d'autres. Et pour finir, un sympathique vieillard, le dernier auquel on aurait pensé, reçoit l'avalanche sur le crâne, au beau milieu de son jardin privé, et ses parents n'ont plus qu'à changer de nom. Non, monsieur, je m'en suis fait une règle. Plus une histoire sans le louche, moins je m'informe. Une très bonne règle, en effet, répliqua le notaire. Les règles, il n'y a que les gonzesses qui doivent les avoir et les respecter. Mais j'ai examiné l'endroit, pas moi-même. Continua Monsieur Enfield. On dirait à peine une habitation. Il n'y a pas d'autre porte, et personne n'entre ni sort par celle-ci, sauf, à de longs intervalles, le citoyen de mon aventure. Il y a 3 fenêtres donnant sur la cour, au premier étage, et pas une au rez-de-chaussée. Jamais ces fenêtres ne s'ouvrent, mais leurs carreaux sont nettoyés. Et puis, il y a une cheminée qui fume en général. Donc, quelqu'un doit habiter là. Et encore, ce n'est pas absolument certain, car les immeubles s'enchevêtrent si bien autour de cette cour qu'il est difficile de dire où l'un finit et où l'autre commence. Les deux amis firent de nouveau quelques pas en silence. Toujours des mecs ensemble. On vous reconnaît bien, hein? Homophobe, la poule. Enfin, peut-être poulophobe, ou je sais pas. Puis Enfield déclara à monsieur Terson. C'est une bonne règle que vous avez adoptée. Je le crois en effet, répliqua Enfield. Mais malgré cela, poursuivit le notaire, il y a une chose que je veux vous demander. C'est le nom de l'homme qui a foulé aux pieds l'enfant. Ma foi, répondit Enfield. Je ne vois pas quel mal cela pourrait faire de
vous le dire. Cet homme se nommait Hyde. Puis, Monsieur Anderson. Et quel est son aspect physique? Il n'est pas facile à décrire. Il y a dans son extérieur quelque chose de fou, quelque chose de désagréable, Tu l'as vu. d'absolument odieux. Je n'ai jamais vu personne qui me fût aussi antipathique. Et cependant, je sais à peine pourquoi il doit être contrefait, quelque part. Ta gueule, poupée. Non, dirais-moi. Il donne tout à fait l'impression d'avoir une difformité, mais je n'en saurais préciser le siège. Cet homme a un air extraordinaire, et malgré cela, je ne peux réellement indiquer en lui quelque chose qui sort de la normale. Non, monsieur, j'y renonce. Je suis incapable de le décrire. Ce n'est pas faute de mémoire, car en vérité, je me le représente comme s'il était là. Monsieur Utterson fit de nouveau quelques pas en silence, et visiblement sous le poids d'une préoccupation, il demanda enfin: Vous êtes sûr qu'il s'est servi de cette clé? Ben, mon cher monsieur, commença Edfield, au comble de la surprise. Oui, je sais, dit Utterson. Je sais que ma question doit vous sembler bizarre, mais de fait, si je ne vous la demande pas le nom de l'autre personnage, c'est parce que je le connais déjà. Votre histoire, croyez-le bien, Richard est allé aux bonnes adresses. Si vous avez été inexact en quelques détails, vous feriez mieux de le rectifier. Il me semble que vous auriez pu me prévenir. C'est pas là. Répliqua l'autre homme avec une pointe d'humeur. Mais j'ai été d'une exactitude pédantesque. Comme vous dites, l'individu avait une clé, et qui plus est, il l'a encore. Je l'ai vu s'en servir. Il n'y a pas 8 jours. Monsieur Utterson poussa un profond soupir, mais s'abstint de tout commentaire, et bientôt son cadet reprit. Voilà une nouvelle leçon qui m'apprendra à me taire. Je rougis d'avoir eu la langue si longue. Convenons. Voulez-vous de ne plus jamais reparler de cette histoire? Bien volontiers, répondit le notaire. Voici ma main, Richard, c'est promis. Oh, c'est mignon. Ah, ça donne la main. Et alors, vous m'avez pas dit qu'un personnage s'appelait Paul? Enquête de Monsieur Hyde. Ce soir-là, Monsieur Utterson regagna mélancoliquement son logis de célibataire et se mit à table sans appétit. Et il avait l'habitude, le dimanche, après son repas, de s'asseoir au coin du feu avec un aride volume de théologie sur son pupitre à lecture, jusqu'à l'heure où minuit sonnait à l'horloge de l'église voisine. Après quoi, il allait sagement se mettre au lit, satisfait de sa journée. Ouais, ça, Alice, ça lit la Bible, et ça va pioter. Ah, quelle vie trépignante. Tu veux dire trépidante, la poule? Oh, tu vas pas m'apprendre comment j'appelle. Et puis... Mais ce soir-là, sitôt la table desservie, il prit un flambeau et passa dans son cabinet de travail. Là, il ouvrit son coffre-fort, retira du compartiment le plus secret un dossier portant sur sa chemise la mention Testament du docteur Jekyll, et se mit à son bureau, les sourcils froncés, pour en étudier le contenu. Le testament a été holographe par M. Utterson. Bien qu'il en acceptât la garde à présent que c'était fait, avait refusé de coopérer le moins du monde à sa rédaction. Il stipulait non seulement que en cas de décès de Henry Jekyll, docteur en médecine, docteur en droit civil, docteur légiste, Vantard.
membre de la Société Royale, et blablabla. Tous ces biens devaient passer en la possession de son ami et bienfaiteur, Edward Hyde. Hyde! Je m'appelle Hyde! Moi aussi. La poule. Toi aussi. Mais en outre, que dans le cas où le dit Dr Jekyll viendrait à disparaître ou faire une absence inexpliquée d'une durée excédant 3 mois plein, le dit Edward Hyde serait sans plus de délai substitué à Henry Jekyll, étant libre de toute charge ou obligation autre que le paiement de quelques petits legs aux membres de la domesticité du docteur. Ce document faisait depuis longtemps le désespoir du notaire. Il s'en infligeait aussi bien comme notaire que comme partisan des côtés sains et traditionnels de l'existence, pour qui le fantaisiste égalait l'inconvenant. Jusque-là, c'était son ignorance au sujet de Mr. Hyde qui suscitait son indignation. Désormais, par un brusque revirement, ce fut ce qu'il en ressavait. Cela n'avait déjà pas bonne allure lorsque ce nom n'était pour lui qu'un nom vide de sens. Cela devenait pire depuis qu'il s'était paré de fâcheux attributs. Et hors des brumes onduleuses et inconsistantes qui avaient si longtemps offusqué son regard, le notaire vit surgir le brusque et nette apparition d'un démon. « J'ai cru que c'était de la folie, » se dit-il en replaçant le malencontreux papier dans le coffre-fort. « Mais à cette heure, je commence à craindre que ce ne soit de l'opprobre. » Là-dessus, il souffla sa bougie. Il la consulta pas, parce que consulter une bougie, c'est de la voyance, pardon. Là-dessus, il souffla sa bougie, endossa un par-dessus, et se mit en route dans la direction de Cavendish Square. Cette citadelle de la médecine où son ami, le fameux docteur Lanyon, avait son habitation et recevait la foule de ses malades. Oh, on m'écoute? Bande de rats, c'est moi, Hyde! Oui, moi aussi. Si quelqu'un était au courant, songeait-il, ce doit être Lanyon. Le majestueux maître d'hôtel le reconnut et le fit entrer sans subir aucun délai d'attente. Il fut introduit directement c'est dégueulasse. Pardon. dans la salle à manger où le docteur Lanyon, qui dînait seul, en était au liqueur. Introduit, liqueur. C'était un gentleman cordial. Gentleman cordial. Plein de santé, actif, rubicond, avec une mèche de cheveux prématurément blanchie et des allures exubérantes et décidées. À la vue de monsieur Utterson, il se leva d'un bond et s'avança au devant de lui. Les deux mains tendues, cette affabilité qui était dans les habitudes du personnage avait l'air un peu théâtrale, mais elle procédait de sentiments réels. Car tous deux étaient de vieux amis, d'anciens camarades de classe et d'université. Plein, l'un et l'autre de la meilleure opinion réciproque, et ce qui ne s'ensuit pas toujours. Ils se plaisaient tout à fait dans leur mutuelle société. Et allez, ça continue. Il va y avoir de la nana? Non, il n'y aura pas de fruits. Après quelques phrases sur la pluie et le beau temps, le notaire en vint au sujet qui le préoccupait si fâcheusement l'esprit. « Il me semble, Lanyon, dit-il, que nous devons être, vous et moi, les deux plus vieux amis du docteur Jekyll. » Je préférais que ses amis plus jeunes. Attends, mon verre. Plaisanta le docteur Lanyon. Putain, toi, ta liqueur, t'en as picolé de trop, hein?
Vraiment, l'Agnon, que tu te fais appeler l'agneau par Takakura, mais bon. On m'appelle la miole. La lionne. Ah bah pardon, allez. Ah, admettons-le. Cependant, mais qu'importe. Je le vois si peu à présent. En vérité, fit Anderson, je vous croyais très lié par des recherches communes. Ah, autrefois. Tout à l'heure, à la première lecture, il avait une voix d'un petit papy. Ça fait bizarre d'un coup. Pardon, on continue. Elle viendra après. Et répliqua l'autre. Mais voici, plus de 10 ans que Jekyll est devenu trop fantaisiste pour moi. Il a commencé à tourner mal en esprit. Et 100 ans, j'ai beau toujours m'intéresser à lui. Souvenir. C'est toujours le même personnage, hein, les gens. Oh, c'est bon, le verre de liqueur que j'ai vu est passé. Oh. Donc j'ai beau toujours m'intéresser à lui, papy. En souvenir du passé, comme on dit. Je le vois et l'ai vu diantrement peu depuis lors. De pareil Bilvesé. Oh, c'est bon, hein. Papy. Bilvesé. Non, pas des fessées. Bilfessé, scientifique. Donc la phrase des personnes, c'est de pareil bilvesé scientifique, mais bon. Pareil, Bilvesé, scientifique. Bilfessé, scientifique. Ajouta le docteur devenu soudain rouge pourpre. Ah mince. Ouais, là, la narration était la voix du docteur Lanyon, mais désolé aussi. Le docteur soudain devenu rouge pourpre. Aurais-je suffi à brouiller Damon et Pithias? Oh, c'est pas ça. Cette petite bouffée d'humeur. Quand la narration. Apporta comme un baume à Monsieur Utterson. Ah, il veut toujours parler, hein, celui-là. Ouais, le vieux veut même parler dans la narration. Il passe d'alcoolique à vieux et ensuite il veut même se taper la narration. J'espère qu'il va pas se taper mon texte parce que bon, sinon. Il n'en fait que différer sur un point de science, songea-t-il. Et comme il était dénué de passion scientifique, sauf en matière notariale, il ajouta même si ce n'est que cela. Puis ayant laissé quelques secondes à son ami pour reprendre son calme, il aborda la question qui faisait le but de sa visite en demandant « Avez-vous jamais rencontré un sien protégé nommé Hyde ?» Hyde. Bon, bah il a repicolé, hein. Répéta l'agneau. L'agnole. Non, jamais. Mince. Je vais reprendre notre voix parce qu'on va nous insulter d'alcoolique. Jamais entendu parler de lui. Ce n'est pas de mon temps. Telle fut la somme de renseignements que le notaire remporta avec lui dans son grand lit obscur, où il resta à se retourner sans répit jusqu'à bien avant dans la nuit. Enfin, je peux picoler. Et un mec encore dans son lit. Et vous racontez toujours les mêmes histoires. C'est vrai qu'entre parenthèses, en passant de monsieur Dickens, qui est embêté par ses fantômes, qui a été toujours dans son pieu, en passant par... Ils vont souvent dans leur lit, les bonhommes, hein. Bon, allez, pardon. Ce ne fut guère une nuit de repos pour son esprit qui travaillait, perdu en pleines ténèbres et assiégé de questions. 6 heures sonnèrent au clocher de l'église qui se trouvait si commodément proche du logis de M. Utterson, et il creusait toujours le problème. Au début, celui-ci ne l'avait touché que par son côté intellectuel, mais à présent, son imagination était, elle aussi, occupée, ou pour mieux dire, asservie, et tandis qu'il restait à se retourner dans les opaques ténèbres de la nuit, et de sa chambre au rideau clos, le récit de M. Enfield repassait devant sa mémoire en un déroulement de tableaux lucides. Et il croyait voir l'immense champ de réverbères d'une ville nocturne. Puis, un personnage qui s'avançait à pas rapide. Puis, une fillette qui sortait en courant de chez le docteur. Et puis, tous les deux se rencontraient, et le monstre inhumain foulait aux pieds l'enfant, et s'éloignait sans prendre garde à ses cris. Ou encore, il y voyait dans une somptueuse maison, une chambre où son ami était en train de dormir, rêvant et souriant à ses rêves, et alors la porte de cette chambre s'ouvrait, les rideaux du lit s'écartaient, et violemment, le dormeur se réveillait, et patatras! Il découvrait à son chevet un être qui avait sur lui tout pouvoir
Et même à cette heure où tout reposait, il lui fallait se lever et faire comme on le lui ordonnait. Le personnage, sous ces deux aspects, hanta toute la nuit le notaire, et si par instant celui-ci s'endormait, ce n'était que pour le voir se glisser plus furtif dans les maisons endormies, ou s'avancer d'une vitesse de plus en plus accélérée, jusqu'à en devenir vertigineuse. Parmi parmi de toujours plus vastes labyrinthes de villes éclairées, de réverbères, et à chaque coin de rue, écraser une fillette et la laisser hurlante. Vas-y, la poule. Alors, toujours pas toi. Et toujours, ce personnage manquait d'un visage auquel il put le reconnaître. Même dans ses rêves, il manquait de visage. Ou bien celui-ci était un leurre qui s'évanouissait sous son regard. Ce fut de la porte. La sorte. Pardon. Ce fut de la sorte que naquit et grandit peu à peu dans l'esprit du notaire une curiosité singulière, horte, quasi désordonnée, de contempler les traits du véritable Monsieur Hyde. Et il a le béguin. Il lui aurait suffi, croyait-il, de jeter les yeux sur lui une seule fois pour que le mystère s'éclaircît, voire même se dissipa tout à fait. Selon la coutume des choses mystérieuses, quand on les examine bien, il comprendrait alors la raison d'être de l'étrange prédilection de son ami, ou, si l'on préfère, de sa suggestion. Non, moins que des stupéfiantes clauses du testament. Et en tout cas, ce serait là un visage qui mériterait d'être vu. Le visage d'un homme dont les entrailles étaient inaccessibles à la pitié. L'épandeur de son corps. Un visage auquel il suffisait de se montrer pour susciter dans l'âme du flegmatique Enfield un sentiment de haine tenace. Bla 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 bla. Passionnant de mater une porte pour lequel un mec. Dis, depuis, je te laisse chanter. Oh, chanter? À partir de ce jour, monsieur Utterson fait... Bon, non, c'est bon, là, c'est ma partie depuis quand même. Tu piques les parties de la poule, je veux bien, mais pas les miennes. Oh, pardon. À partir de ce jour, Monsieur Utterson fréquenta assidûment la porte située dans la lointaine petite rue de Boutique. Le matin avant les heures de bureau, le soir sous les regards de la brumeuse lune citadine, par tous les éclairages et à toutes les heures de solitude ou de foule, le notaire se trouvait à son poste de prédilection. Puisqu'il est Monsieur Hyde, se disait-il, je serai Monsieur Sick. Sa patience fut enfin récompensée. C'était par une belle nuit sèche, il y avait de la gelée dans l'air. Ça doit être dégueulasse quand même de la gelée qui tombe sur les tronches des gens. Mais bon, tant que c'est pas du pudding comme en Angleterre. Bon, et on continue. Donc, il y avait de la gelée dans l'air. Oh. Les rues étaient nettes comme les parquets d'une salle de bal. Les réverbères qui ne faisaient vaciller aucun souffle dessinaient leur schéma singulier de lumière et d'ombre. À 10 heures, quand les boutiques se fermaient, la petite rue devenait déserte, et en dépit du sourd grondement de Londres qui s'élevait de tout alentour, très silencieuse, les petits sons portaient au loin les bruits domestiques, provenant des maisons s'entendant nettement d'un côté à l'autre de la chaussée, et leur bruit de leur marche précédé de beaucoup de passants. Il y avait aussi quelques minutes que M. Utterson était à son poste lorsqu'il aperçut un pas insolite et léger qui se rapprochait. On dirait un éléphant là, qui marche. Oh, pour le fois, c'est pas bam, bam, bam. Au cours de ces reconnaissances nocturnes, il s'était habitué depuis longtemps à l'effet bizarre que produit le pas d'un promeneur solitaire, qui est encore à une grande distance, lorsqu'il devient tout à coup distinct parmi la vaste rumeur des voix de la ville.
Mais son attention n'avait jamais encore été mise en arrêt de façon aussi aiguë et décisive. Et ce fut avec un vif et superstitieux pressentiment de toucher au but qu'il se dissimula dans l'entrée de la cour. Les pas se rapprochaient rapidement et ils redoublèrent tout à coup de sonorité lorsqu'ils débouchèrent dans la rue. Le notaire, avançant la tête hors de l'entrée, fut bientôt édifié sur le genre d'individu auquel il avait affaire. C'était un petit homme très simplement vêtu, Pirouette, cacahuète. et son aspect même à distance souleva chez le guetteur une violente antipathie. Pas bien, monsieur. Il marcha droit, Arrête de pas aimer vers les la petites porte. personnes. Coupant en travers de la chaussée pour gagner du temps, et chemin faisant, il tira une clé de sa poche, comme s'il arrivait chez lui. Monsieur Utterson sortit de sa cachette, et quand l'autre fut à sa hauteur, il lui toucha l'épaule. Avec le genou, parce que le mec est tellement petit qu'il doit toucher avec son genou. Bon. Monsieur Hyde, je pense. Monsieur Hyde se recula en aspirant en l'air avec force. Mais sa crainte ne dura pas, et sans toutefois regarder le notaire en face, il lui répondit avec assez de sang-froid. C'est bien mon nom. Comme voulez-vous. Je vois que vous allez rentrer, répliqua le notaire. Pas devant une porte. Il va dormir. Allez, que des cons ces notaires. Je suis un vieil ami du Dr. Jekyll, Monsieur Anderson de Gaunt Street. Il doit vous avoir parlé de moi. Et en nous rencontrant, si à ce point, j'ai cru que vous pourriez m'introduire auprès de lui, pardon. Vous ne trouverez pas le Dr. Jekyll. Descendez. Répliqua monsieur Hyde, en soufflant sur sa clé. Il comprenait l'instrument. Puis, avec brusquerie, mais toujours sans lever les yeux, il ajouta D'où me connaissez-vous? Je vous demanderai d'abord, répliqua Monsieur Anderson, de me faire plaisir. C'est vraiment, ils ont des esprits mal placés, ces auteurs, hein. Volontiers. répondit l'autre. Bah, puis en plus. Quoi s'agit-il? Eh oh! Les crabouillards de petite fille! C'est pas méchant normalement! Ah, tout se perd! Voulez-vous me laisser voir votre visage demanda le notaire. Mr. Hyde parut hésiter, puis, comme s'il prenait une brusque résolution, il releva la tête d'un air de défi, et tous deux restèrent quelques secondes à se dévisager ma gueule. fixement. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? À présent, je vous reconnaîtrai, fit M. Anderson. Cela peut devenir utile. Ouais. Répliqua monsieur Hyde. Il faut autant que nous nous soyons rencontrés. Et à ce propos, il est bon que vous sachiez mon adresse. Et il lui donna un numéro et un nom de rue dans Soho. Et voilà, d'un méchant, on passe à un rencard. Vous m'énervez avec votre chaîne. Grand Dieu, grand Dieu, pense M. Anderson. Se oui. peut-il... Je peux toujours rêver la poule. Se peut-il que lui aussi ait songé au testament? Mais il garda sa réflexion pour lui-même et se borna à émettre un vague remerciement au sujet de l'adresse. Et maintenant, Fit l'autre. mais répondez-moi. D'où me connaissez-vous? On m'a fait votre portrait ou celui de Dorian Gray. Non, c'est pas les mêmes personnages. On m'a fait ça serait une bonne histoire à lire. Ça. Non, pardon. On m'a fait votre portrait. Qui ça? Nous avons des amis communs, répondit M. Anderson. Des amis communs? Répéta monsieur Hyde d'une voix rauque. Il est dur de la feuille, le Gus. Citez-en. Et toi ta gueule. Et je m'en pour qui? C'est moi, Hyde.
Ouais, c'est ça, dégage. Jekyll, par exemple. Par exemple, dit le notaire. Jamais! Il ne vous a parlé de moi! S'écria Monsieur Hyde, dans un accès de colère. Je ne vous croyais pas capable de mentir! Tout doux fit Monsieur Hunterson. Vous vous oubliez, gros dégueulasse, tu as fait ça sur le trottoir. Pardon. Vous vous oubliez, tout court. Pas sur le trottoir. Serre tes chaussures. Ah. L'autre poussa tout un ricanement sauvage. Et en un instant, avec une promptitude extraordinaire, il ouvrit la porte et disparut dans la maison. La porte claqua. Non. Le notaire resta d'abord où Monsieur Hyde l'avait laissé, livré au plus grand trouble. Au moins, il pourra rentrer. Puis, avec lenteur, il se mit à remonter la rue, s'arrêtant quasi à chaque pas et portant la main à son front, comme s'il était en proie à une vive préoccupation d'esprit. Le problème qu'il examinait ainsi, tout en marchant, appartenait à une catégorie presque insoluble. Mr. Hyde était blême et rabougri, il donnait sans aucune difformité visible l'impression d'être contrefait, il avait un sourire déplaisant, il s'était comporté envers le notaire avec un mélange quasi féroce de timidité et d'audace, et il parlait d'une voix sourde, sibilante et à demi cassée. Tout cela militait contre lui, mais tout cet ensemble réuni ne suffisait pas à expliquer la répugnance jusque-là inconnue, le dégoût et la crainte avec lequel M. Utterson le regardait. « Il doit y avoir autre chose !» se dit ce gentleman perplexe. « Il y a certainement autre chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Dieu me pardonne, cet homme n'a, pour ainsi dire, pas l'air d'être un civilisé. S'agiterait-il du troglodyte? Ou serait-ce la vieille histoire du docteur Fell? Ou bien est-ce le simple reflet d'une vilaine âme qui transparaît ainsi à travers son revêtement d'argile et le transfigure? Cette dernière hypothèse, je crois. Ah, mon pauvre vieux Harry Jekyll. Si jamais j'ai lu sur un visage la griffe de Satan, c'est bien sur celui de votre nouvel ami. » Passé le coin, en venant de la petite rue, il y avait une place carrée, entourée d'anciennes et belles maisons. À cette heure déchue, pour la plupart de leur splendeur passée, et louée par étage et appartements à des gens de toutes sortes et de toutes conditions. Graveurs de plans, architectes, louches agents d'affaires et directeurs de vagues entreprises. Une maison, toutefois, la deuxième à partir du coin, appartenait toujours à un seul occupant, et à la porte de celle-ci, qui offrait un grand air de richesse et de confort, bien qu'à l'exception de l'imposte, elle fut alors plongée dans les ténèbres. Monsieur Utterson s'arrêta et heurta. Bam! Un domestique âgé, en livrée, vint ouvrir. « Est-ce que le docteur est chez lui? Poule ?» demanda le notaire. Poule, enfin! Et c'est un putain d'esclave! Vous allez me le payer! Je le vois, Ah tiens, on a pris ton rôle, la poule. Répondit Poule, tout en introduisant Oh, ça continue. le visiteur dans un grand et confortable vestibule au plafond bas, pavé de carreaux céramiques, chauffé telle une maison de campagne par la flamme claire d'un âtre ouvert et meublé de précieux buffets de chêne. Préférez-vous attendre ici, au coin du feu, monsieur? Ou voulez-vous que je vous fasse de la lumière? Chacun, toi, dans la salle à manger. Je vais te foutre dans la cheminée, moi. Dinde. Inutile, j'attendrai ici, répliqua le notaire. Et s'approchant du garde-feu élevé, il s'y accouda. Ce vestibule, où il resta bientôt seul, était une vanité mignonne de son ami le docteur, et Hunterson lui-même ne manquait pas d'en parler comme de la pièce la plus agréable de tout Londres. Mais ce soir, un frisson lui parcourait la moelle. Le visage de Hyde hantait péniblement son souvenir.
Il éprouvait, chose insolite, pour lui la satiété et le dégoût de la vie. Et du fond de sa dépression mentale, les reflets dansants et de la flamme sur le poli, les buffets et les sursauts inquiétants de l'ombre au plafond prenaient un caractère lugubre. Il eut honte de se sentir soulagé lorsque Poule revint, enfin à lui annoncer que le docteur Jekyll était sorti. Dites, Poule, pardon, j'ai vu Mr. Hyde entrer par la porte de l'ancienne salle de dissection. Est-ce correct? Lorsque le docteur Jekyll est absent? Tout à fait correct, monsieur Peterson. Bien mélasse comme d'habitude. Répondit le domestique. Et monsieur Hyde à la clé. Il me semble que votre maître met beaucoup de confiance en ce jeune homme. Hein? Quoi, maître? Mon cul, c'est du poulet? Poule reprit l'autre d'un air pensif. Ah, oui, monsieur. Oui, mon maître. Et beaucoup, en effet. Répondit Poule. Et nous avons tous reçu l'ordre de lui obéir. Je l'obéis, brave bête que je suis. Et là, elle quitte son personnage et elle redevient elle-même. C'est difficile de la différencier. Hein. Je lui pète le fion à crâne. Ah merde, c'est moi, Hyde. Et c'est difficile, elle sort de son personnage, elle a toujours la même voix, mais bon, on fait avec, hein. C'est à vous de les différencier la poule de la poule. Je ne pense pas avoir jamais rencontré Monsieur Hyde, interrosa Hunterson. Oh mon Dieu. Oh non, monsieur. Il ne dit jamais ici. Répliqua le maître d'hôtel. Et même, nous le voyons en guerre de ce côté-ci de la maison. Et il entre et sort Ah, ça vient le pli. de la plupart. T'es à toi. Et du temps par le laboratoire. Allons, bonne nuit, poule. Et bonne nuit, mon grand maître vénéré, monsieur Peterson. Voilà la vraie poule. C'est ça, bonne nuit, en solitaire, comme l'homme côté. Et le notaire s'en retourna chez lui, le cœur tout serré. Pauvre petit. Ce pauvre Harry Jekyll, songea-t-il. J'ai bien peur qu'il ne soit mis dans de mauvais draps. Il a eu une jeunesse un peu orageuse, cela ne date pas d'hier. Il est vrai, mais la justice de Dieu ne connaît ni règles ni limites. Eh oui, ce doit être cela, le revenant d'un vieux péché, le cancer d'une honte secrète, le chantinement qui vient. Pédé Cluedo. Hein? Un clochard tarlouse? Je comprends. Je vous vois venir, vous deux. Des années après que la faute est sortie de la mémoire et que l'amour-propre s'en est absous. Et le notaire, troublé par cette considération, médita un instant sur son propre passé, fouillant tous les recoins de sa mémoire dans la crainte d'en voir surgir, à la lumière comme d'une boîte à surprise, une vieille iniquité. Son passé était certes bien innocent, peu de gens pouvaient lire avec moins d'appréhension les feuillets de leur vie, et pourtant il fut d'abord accablé de honte par toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, puis soulevé d'une douce et timide reconnaissance par toutes celles qu'il avait évitées, après avoir failli de bien près les commettre. Et ramené ainsi à son sujet primitif, il conçut une lueur d'espérance. Ce maître Hyde, si on le connaissait mieux, songea-t-il, doit avoir des secrets particuliers, de noirs secrets, dirait-on à le voir, des secrets à côté desquels les pires des pauvres Jekyll sembleraient purs comme le jour. Les choses ne peuvent durer ainsi. Non. Cela me glace de penser que cet être-là s'insinue comme un voleur au chemin de Harry. Pauvre Harry. Quel réveil pour lui. Et quel danger. Car si ce Hyde soupçonne l'existence du testament, il peut devenir impatient d'hériter. Oui, il faut que je le pousse à la roue. Si toutefois Jekyll me laisse faire, ajouta-t-il. Si Jekyll veut bien me laisser faire. Non. Car une fois de plus, il revoyait en esprit, net,
comme sur un écran lumineux, les singulières clauses du testament. Et voilà pour la fin de la première partie. Donc, vous avez peut-être deviné pourquoi poule contre poule, hein? Pas besoin de vous expliquer, je présume que vous avez compris, poule contre poule. Bon, c'est pas très important, hein, poule. Bon, le personnage esclave s'écrit P2OL. Et puis poule, bah, s'écrit poule, notre ami poule s'écrit CO2NE. Donc voilà. Voilà les différences. Donc, moi, quand tout le monde devrait connaître l'histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde, je pense. En tout cas, si on l'a pas, c'est ceux qui l'ont vu dans Avenger et qui n'ont pas lu le livre. Mais certains psychiatres ont pris le cas du Dr Jekyll et Mr Hyde comme un dédoublement de personnalité. Bon, moi, je le vois pas comme ça. Parce que pour moi, je le vois en histoire fantastique parce que les personnages sont trop différents pour que ça soit un dédoublement de personnalité. Alors, à moins que un dédoublement de personnalité fasse rétrécir un bonhomme, le fasse, bon, à rigueur, bon, mais c'est pas précis, mais bon, voilà. Bon, sinon, il y a quand même des trucs curieux dans l'histoire, hein. Quand même une petite fille qui se promène à 3h du matin, qui va chez son médecin à 3h du matin, qui s'est piétinée. Des trucs curieux quand même, hein. Quand même. Ah, faut voir s'il n'y avait pas un prêtre dans l'histoire, parce que bon, peut-être qu'elle sortait, voilà quoi. Eh, parce que bon, oh, ça y est, encore. Mais vraiment, hein. Oh, toujours pareil, hein, ici. Ah, c'est pas de ma faute. On est bien, oh, on est à Londres. Oui, bon, c'est pas le Vatican non plus, hein. Ah, mais il y a plus de catholiques. Bon, il y a beaucoup de protestants aussi, hein, à Londres. Bon, bah alors un petit protestant. Ah, c'est pour ça qu'on a entendu mais le ça restera quand même, bon, je sais pas si c'est vraiment un curé chez eux, mais ça y ressemble presque. Ah, bah, à part qu'ils ont le droit de se marier, les protestants, donc ça va. Oui, ils ont le droit aux femmes, eux, au moins. Donc, ils ont 3 petites filles. Donc, bon, bah, j'espère que, je sais pas si vous avez lu l'histoire, si vous avez vu des films. Bon, les films diffèrent quand même pas mal de l'histoire en livre. Bon, et toi, tu l'avais déjà lu, Takakura? Moi, je l'ai lu il y a ultra méga longtemps. Il y a au moins 4 milliards d'années quand j'allais en cours. Ouais. Je crois au collège. Moi, quand j'étais à l'école, on n'apprenait pas ce genre de truc. On faisait rarement du fantastique à mon école. Ils m'ont fait là, mais je sais plus en quelle classe. Je crois que c'était en 5e, 4e. Je sais que j'ai eu à lire. Je sais que c'était au collège, j'en suis sûr. J'ai eu à lire. Voici. Je crois qu'ils ont une dissertation et tout dessus. Il y a plein de mots qu'on comprend pas, madame. C'est quoi tous ces mots curieux? C'est quoi, c'est un livre? Bah ça, il est pas très gros comme livre, hein. Enfin, il est pas très gros. On va quand même le faire en 4 parties. Mais bon, à la base, j'ai fait 90 pages, 99 à peu près. Pas très long. Bon, on fera jamais un roman comme Les Misérables, parce que sinon on n'a pas fini. 1300 pages, on n'a pas fini. Hein. Ah, s'ils veulent des vidéos de 8 heures, plusieurs vidéos de 8 heures. Oui, bon. Bon, elle va durer le temps d'eux. Je pense que dans les futures histoires, on a des petites idées par-ci par-là. Faut les trouver, quoi, les histoires en écrit. Il n'y en a pas des tonnes. Ce ne sont pas toutes. Donc, celles qu'on trouvera en nouvelles ou en courte histoire, on les prendra, hein. Tant que c'est intéressant, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien installé dans votre lit en n'ayant pas la fièvre. Ou si vous avez la fièvre, c'est après avoir chauffé une fille. Bon, un garçon, si vous êtes Ou les pauvres, peut-être à force d'avoir écouté la poule, et ben. Ouais, ils en ont la fièvre, ils en ont mal aux oreilles. Ouais, c'est ça. C'est les passages les plus intéressants, c'est ceux où j'apparais en plus. Non, mais t'inquiète, tu rappelles, toi, t'as encore au moins un chapitre pour toi, la poule. Enfin, bon, plus tes interruptions pourries. Bon, d'accord, nous, on fait des interruptions. Bon, alors, si ça vous a plu, eh ben, mettez des pouces levés. Ouais, c'est ça. Et bientôt, vous allez me remplacer aussi, donc comment vous faites? Ouais, depuis, il t'a presque remplacé, là. Oui, il va voir, lui. Je vais m'occuper de lui après. Bon, c'est ça, je t'attends. Bon, sinon, moi, je vais faire une nouvelle chaîne avec, où il y aura que lui qui a chanté. Toujours le même air. air. Vous pourrez bien vous abonner. Bon, c'est bon. ça commence bien. Donc, ne votez pas. Je voulais dire, levez vos pouces en l'air si vous aimez. Pas de fuck you, parce que c'est pourri. Et pas de pouce en bas non plus, parce que bon, bah, tout lire va pleurer. Et puis bon, bah, nous, on démissionnera. Et puis le jour où on atteindra quoi, on va dire les 500 abonnés, et puis on va dire les 100 commentaires. Allez, on va dire quoi? Eh ben, ce jour-là,
Ce jour-là, Takakura Quoi se promènera en titi dans la rue. Ouais, bien sûr. Non, ce jour-là, bah, vous aurez le droit, je sais pas, vous ferez, on verra ce jour-là. C'est pas près d'arriver, donc ça va, on est tranquille, on a le temps d'y réfléchir. Donc voilà, donc la prochaine fois, on se retrouve pour la deuxième partie de l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En attendant, soignez-vous. Vous pouvez rester chez vous. Pour une fois, quand vous êtes payé à dormir peinard, bah ça va, c'est cool. Et puis, bonne chance pour ceux qui doivent bosser. Et puis surtout, faites gaffe aux méchantes personnes qui inventent des méchants petits virus. Voilà quoi. Faites gaffe aux reptiliens qui... profitez. Allez, alors d'accord. Bon, pour les travailleurs qui sont là, c'est clair. Bon, c'est presque mis en chômage technique, on va dire. Sauf pour ceux qui peuvent travailler chez eux. Mais sinon, pour ceux qui peuvent vraiment pas travailler parce que mais qui sont bloqués chez eux, mais profitez-en si vous êtes pour ceux Bon, ça aurait pu être en hiver quand même ce coup, hein, oui, merde. mais pour ceux qui sont en famille, profitez-en pour passer du bon temps. Oui, comme nous, dans notre famille, on se retrouvera en famille, et ben ça, je crois qu'il y aura un massacre. On se retrouver avec Geneviève et tout ça, ben il y aura un massacre. Voilà, il n'y aurait plus personne. Tant pis, hein, heureusement qu'on n'est pas en famille Faut avec dire eux. que bon, une sorcière. Bon, allez. Voilà, donc profitez de vos proches et profitez d'être chez vous pour vous reposer et d'être avec vos proches. Pas la peine d'aller à droite à... Alors, si, c'est bien de défier un petit peu de temps en temps, mais bon, ça c'est bien quand c'est le samedi qu'il faut aller avec son gilet jaune ou pas obligatoirement gilet jaune. Bah, si vous voulez Si vous sortir, soutenez pas le mouvement des gilets jaunes, vous pouvez y aller pour manifester pour ouais, mais pas en pleine pandémie, ce oui, serait voilà, comme non, que vous mourriez. Justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a des moments où on peut sortir. Ah, mais de toute manière, c'est qu'une question de revanche. Il y en a des manifestants et tout, s'ils veulent sortir, ou s'il y en a qui ont envie de faire ce qu'ils veulent, et qu'ils en ont un peu ras le cul du gouvernement, faut dire comme ça, grossièrement. C'est qu'une question de temps. Personne sort, la pandémie est enrayée, sauf s'ils en rajoutent une couche. Là, bon, là, ça sera de leur faute. Et on rentre pas plus dans le... J'ai une idée. Regardez, j'ai une idée. Vous ouvrez votre fenêtre, vous mettez votre ordinateur avec un ampli sur le rebord et vous passez toutes les histoires de tout lire dans la rue. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Mais bon, vous restez chez vous et quand la pandémie est passée, vous pourrez ressortir dehors avec l'ordinateur et les histoires et de tout vous lire. pourrez aller faire chez Macron. Nous-mêmes. J'ai le droit Ne pas aller voter au municipal. j'ai le droit. Pour ceux qui n'aiment pas Macron, hein. Après, ceux qui aiment Macron, ils pourront sortir dehors pour soutenir Macron. Ouais. Allez. Et après, vous pourrez tous vous battre. Et moi, je filmerai du haut de mon balcon. Regarde ça, il dit n'importe quoi sur cette chaîne. Non mais voilà, on a raconté notre histoire. Voilà, bon d'accord, dans cette histoire, curieusement, il n'y a pas de sujet qui a rapport avec la société, je réfléchis, non. Voilà, c'est plus par rapport peut-être, comment dire ça, psychologie, On se demande ce que les gens doivent dire parce que tu fais tout seul après en pleine phrase. Ouais, non, mais il y en a un qui vient piquer mon saucisson. Oh, ouais. Mais ouais, psychologie ou peut-être aussi simplement parce qu'on peut se demander si vu qu'il y a un dédoublement de personnages, on peut se demander. Bon, après, on sait que c'est. Ne me raconte pas la fin quand même, tout le monde n'a pas lu. Après, c'est par rapport à quelque chose, donc c'est vrai qu'on peut pas se poser cette question de moi, en tout cas, la version psychiatre, je la crois pas trop parce que bon. Oui, ou ça peut aussi poser la question à savoir si ce genre de choses peut exister pour de vous ou pas. N'importe quoi. On rentre dans l'imaginaire, alors. Putain de bordel de merde, on rentre dans l'imaginaire, j'ai des tocs moi aussi. Comme si que ça existe des délais dans la humanité. Comme si, c'est sûr. En fait, on est ici dans un hôpital psychiatrique en pas sur un ordinateur. J'ai deux abrutis devant moi qui sont en train de se palécher. Du porcino. Alors, on va se dire au revoir pour une prochaine, pour la suite. La deuxième partie, j'espère qu'il y aura des nouveaux abonnés.
J'espère que ces nouveaux abonnés refileront le virus de tout lire, au lieu de se refiler le virus de la grosse connasse virus. Ce serait bien. Et puis sinon, comme je dis toujours, on sera un jour des fossiles découverts dans 200 ans. Oh, ils sont bien, eux. Ça faisait de la poussière à mes pieds. Allez, on se quitte. Bon, malheureusement, là, je pourrais pas dire on va aller chercher les petits gâteaux à la boulangerie, parce qu'on peut pas sortir. Donc, je vais les rêver, quoi, les gâteaux. Bon, moi, je vais y aller. Hein. Ouais, sors ton petit papier écrit. Est-ce que je peux sortir, monsieur le président? Je vais envoyer un avion. Non, mais je vais le mettre sur le toit et puis je vais faire un avion de papier. Je vais l'envoyer vers la boulangerie. Et puis j'attendrai qu'elle me propulse des gâteaux de là où elle est. N'empêche que si on avait un ULM ou un hydravion ou un truc comme ça, on pourrait voler dans le ciel, ils pourraient pas nous arrêter, les flics. Ouais. On se poserait tranquillement sur le toit de la boulangerie. Ils ne tirent pas dessus. Oui, bon, non, mais ils peuvent pas ici. C'est bon. Allez, on se quitte, on va pas continuer à dire du mal comme ça des unités des policiers. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Soignez-vous ou soignez-vous pas si vous êtes en pleine forme, mais restez chez vous. Parce que bon, ça serait dommage qu'on n'ait pas des futures personnes qui nous écoutaient. Allez, salut. Bye. T'as rien à ajouter, Takakura? Non, prenez soin de vous et puis voilà. Dormez bien. Oui, je dirais surtout ne dormez pas trop, venez nous écouter quand même. Et surtout vous, les petites jeunes filles. Bon, la poule, on s'en fout de ce qu'elle a à dire. Allez hop, à toi de jouer le puits. Je suis le plus grand des chanteurs, qui chante fort comme une casserole. Encore pas de nuit. Je vais voler sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. La poule. Eh ouais. La poule. Eh, quoi? Tombé. Bien, ils sont là, chers mes amis.